serait le monde sans elle? Qu'elle soit cultivatrice, commerçante, infirmière, enseignante, ménagère ou élevée en dignité, c'est elle qui porte le monde et qui donne la vie. Elle est le pilier, la colonne vertébrale de notre société. Elle, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, c'est la femme. Cet être extraordinaire que nous allons célébrer durant tout ce mois de mars, mois qui est dédié à la femme. Honneur donc à toutes ces battantes qui militent, qui œuvrent pour le leadership féminin et pour un futur égalitaire. Cependant, plusieurs questions taraudent nos esprits. L'égalité homme-femme, est-ce une utopie, une vue de l'esprit, une cause perdue d'avance ou est-ce possible? C'est autour de toutes ces questions que nous allons débattre avec nos deux invités. Il s'agit d'abord de Madame Chantal Yelo-Mwepou. Elle est conseillère spéciale du président de la République en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme. Madame la conseillère, bonjour et bienvenue chez nous. Merci, Karine. La deuxième invitée de ce soir, c'est Madame Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, ancienne journaliste. Bonjour Madame Tina. Bonjour. Bienvenue à Éduc Télévision. Merci d'avoir pensé à moi. Pour vous recevoir, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Madame Grace Michel. Alors, Grace Michel, bonjour. Bonjour. À tes côtés, Madame Jolie Dioka, bonjour. Bonjour Karine. Comment ça va? Ça va encore. Alors tout de suite, c'est à nous, mes chères dames. Alors Madame la conseillère, l'égalité homme-femme, est-ce une utopie, une vue de l'esprit, je l'ai dit en liminaire, ou est-ce vraiment possible? C'est possible parce que on a mis en place, comment je peux dire, le système pour que ça existe. Et c'est un système qui est internationalement reconnu. Ce sont des engagements judiciaires, juridiques, excusez-moi, qui ont été mis en place. Et c'est à peu près les mêmes engagements qui ont été supportés par les Nations Unies via l'ONU Femmes, qui nous représentent dans ces engagements-là, et qui doivent être respectés partout, pas seulement au Congo. L'égalité hommes et femmes a des problèmes, pas seulement au Congo. Je pourrais même dire qu'au Congo, on a fait beaucoup plus d'avancées que d'autres pays africains et européens, même asiatiques. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Mais concrètement, dans les faits, ça donne quoi? Quelles sont ces avancées? Les avancées, par exemple, chez nous, on a dans, comment je peux dire, dans la Constitution, on a l'article 14 et 15, mais ces articles ne sont pas encore mis en, comment je peux dire, en application. Sur le terrain, en exécution. Oui, en exécution, voilà. Ne sont pas mises en exécution. Et on a aussi, comment je peux dire, des ordonnances qui ont été mises en place. On a, mon côté, je peux parler de côté violence faite à la femme. On a, il y a un plan triennal. Voilà, qui a été mis en place par 2019-2021. Voilà, par le ministère de l'Intérieur. Il y a le ministère de genre aussi qui a mis en place la stratégie, qui est vraiment très importante. C'est là que nous, on se base aussi, que toutes les femmes devraient se saisir de cette stratégie qui a été mise en place par le ministère. Mais le combat continue. Le combat continue. Madame Tina, nous sommes le 8 mars. Alors, l'égalité homme-femme, est-ce possible réellement? Alors, je pense qu'on devrait se poser la question autrement. D'où l'on vient, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est aujourd'hui, faire une sorte de bilan. Alors, je l'ai dit, je crois, à un média qui m'a contacté récemment, je leur ai dit, écoutez, à l'époque, quand on a eu notre indépendance dans les années 60 et tout ce qui a suivi, qu'est-ce qu'on avait en termes d'égalité, de parité? C'était des sociétés, des entreprises dominées par les hommes. Ça a évolué plus tard, parce qu'on a quand même vu des femmes qui commençaient à intégrer les partis politiques ou des associations. Dans le cas des associations féminines, ça veut dire qu'elles, déjà à ce moment-là, elles ont compris qu'il y avait une forte domination masculine et elles ont intégré ces associations pour pouvoir s'exprimer. Alors, plus tard, c'est qu'avec la conférence nationale souveraine, il y a une autre évolution. Ça a eu le mérite d'avoir réuni toutes les couches de la population, notamment des femmes. On a quand même demandé à ce qu'il y ait des femmes. La représentativité était assez, excusez-moi, assez faible. Mais au moins, les femmes ont dit, ah bah, on a aussi la parole, on peut aussi s'exprimer. Et donc là, ça a évolué un peu plus. Alors, plus tard, avec la Troisième République, la Constitution de 2006, là, je l'ai dit clairement, ça a été posé, finalement, le principe de la parité. Là, on parle des 30%, on commence à vraiment demander... Vous en êtes la preuve, hein? Bah voilà. Les femmes qui occupent des décisions. On n'a pas atteint les 30% encore. On n'a pas atteint. Alors, ça veut dire que ça évolue. Donc, si on fait ce constat-là, d'où on est parti, où est-ce qu'on est aujourd'hui, ça évolue. Et ce qui est encore plus intéressant, plus important, c'est dire qu'il y a quand même une sorte d'éveil. Les gens se rendent compte que
on n'a pas le choix. Et comme elle l'a dit, Madame la conseillère spéciale, ce n'est pas que nous, ça ne concerne pas que la RDC, ça concerne d'autres nations, donc on doit pouvoir mettre ça en place. Mais cela étant, c'est que le problème aussi a été mal posé. Il y a un moment où les ONG, les organismes internationaux, notre gouvernement, on a commencé à beaucoup parler de la parité genre, et ça a été mal vendu. Moi, j'étais sur terrain, souvent avec d'autres femmes de la MONUSCO quand j'ai travaillé, où vous allez parler de ça aux femmes, elles rejettent ça, ce concept-là, parce que c'était dire, nous on combat les hommes, nous ne sommes pas avec les hommes, on est féministe, on ne veut pas se marier, on ne veut pas... Il y avait vraiment, il y a à boire et à manger dans tout ça, et je pense qu'on devrait peut-être revenir dans toute cette vulgarisation, mais je pense qu'à ce stade-ci, on a quand même évolué sur les questions de la parité. Alors, Madame la conseillère du chef de l'État, il faut dire que le président a clairement affiché sa volonté de promouvoir la junte féminine. Vous en êtes la preuve. Également, Madame Tina. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ainsi que pour toutes les femmes congolaises? Premièrement, c'est le respect des, comment je peux dire, des engagements que le président a mis en place, mais aussi de voir qu'il y a un changement de mentalité, il y a un changement qui se fait ici au Congo. On a constaté que déjà moi je peux dire, à la présidence, nous avons à peu près 12% des femmes, ce qu'il n'y avait pas avant. 12 femmes, ou peut-être plus. Hein. Et au gouvernement, il y a eu à peu près 18% de femmes qui ont été nommées. Et ça, c'était fait par le président de la République. Et là, on espère que pour le nouveau gouvernement qu'il va avoir, il y aura un taux plus élevé des femmes qui vont être nommées. On le souhaite vraiment. Oui, on le souhaite vraiment. Et là aussi, il appuie vraiment le leadership de la femme. Non seulement il parle souvent de l'autonomisation de la femme, il parle souvent aussi de l'émancipation de la femme, et il voudrait voir les femmes dans toutes les instances. Hein, pas seulement qu'elles soient leaders dans tout ce qu'elles sont en train de faire et qu'elles performent dans tout ce qu'elles sont en train de faire. Que ce soit des mamans maraîchères, que ce soit une maman dans son propre foyer. Parce que le leadership, c'est pas seulement parce qu'on est directrice d'une entreprise où on est ministre. Non, le leadership ne se limite pas seulement à ça. Il y a le leadership des professeurs d'école, hein, qui sont aussi des modèles pour les élèves. Il y a le leadership de la maman qui est au foyer. Elle peut être l'épouse de quelqu'un, mais c'est ce leadership qu'elle amène et cet exemple qu'elle amène chez elle à la maison. Et c'est ça qu'il veut vraiment amener pour promouvoir ce leadership, qu'on ne diminue plus la femme. Hein, la femme qui est au foyer, les femmes qui sont les mamans commerçantes, les étudiantes, qu'on ne diminue plus la femme. Et Madame Tina, qu'est-ce que vous en dites? Surtout que vous êtes la première femme porte-parole d'un chef de l'État ici chez nous. Absolument. Alors ça, vraiment, pour moi, c'est une immense fierté que le chef de l'État ait pensé à moi en me nommant porte-parole. Mais je pense qu'en le faisant, il ne savait même pas que j'étais la première dans l'histoire de la RDC, hein, femme porte-parole. Et les gens se posaient des questions, mais bon, il y a un homme très intelligent qui a un parcours à faire pâlir. Le professeur Kassongo Moema, à lui tout seul, il pouvait très bien porter. Mais c'est pour vous dire que le chef de l'État tenait vraiment à ces questions de parité. Il y avait déjà le porte-parole Kassongo Moema. Il a dit « je voudrais une femme porte-parole ». Et donc je suis là. Mon parcours aussi professionnel m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Mais je ne suis pas la seule. Comme Madame la conseillère l'a dit, c'est une première. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays d'avoir autant de femmes dans le gouvernement. On a eu 17% au cabinet du chef de l'État. Et pas que en termes de pourcentage, mais en termes de postes importants ou des fonctions importantes qu'elles occupent. Donc, on a une femme directrice de cabinet adjointe, Madame Panou. On a des femmes conseillères spéciales, conseillères principales. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il est dans cette politique logique d'impulser un nouveau vent. Et puis le chef de l'État, c'est quand même un homme genré qui n'a pas honte de le dire et de s'afficher en tant que tel. Moi, je me rappelle l'année passée, quand on parlait de l'égalité des sexes, il s'est prêté au jeu. Il a mis le foulard orange. Vous savez, le Orange Day, où on met le foulard orange pour soutenir cette cause-là. Il a vraiment mis ce foulard-là. Il a fait le signe pour l'égalité des sexes avec les femmes, autour des femmes. Et donc, partout, il le dit. On était avec lui à Bunia, je me rappelle, l'année passée. Il a rencontré la population. Il leur a dit, j'aimerais vraiment... C'est vrai que ça va passer peut-être par le Parlement, la loi va être votée, mais que les partis politiques puissent aussi pousser les femmes, aider les femmes à faire campagne, qu'il y ait plus des femmes votées même au Parlement. Et on a eu également une première femme présidente de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien, ça. Ce n'est pas rien. Donc partout, on sent vraiment que c'est en train de bouger, les lignes sont en train de bouger. Il y a beaucoup à faire. Alors, le Premier ministre, vous l'avez tous entendu, au sortir de l'audience avec le chef de l'État, il a dit, il a reçu des instructions.
et je suppose que lui aussi est genré, on ne peut pas lui avoir imposé. Il a dit, quand on lui posait des questions sur le gouvernement, la mouture et tout ça, la taille, il dit, mais écoutez, pourquoi vous me posez des questions assez compliquées? C'est d'abord les femmes, c'est d'abord les jeunes. Donc ça veut dire qu'on va évoluer des 17%, on va aller à plus que ça. Et donc on voudrait aussi qu'il y ait des femmes qui les méritent. Il faut des femmes avec des beaux profils pour ces postes-là. La femme pour femme. Alors, vous avez parlé des femmes, mais d'abord des jeunes, tout à l'heure. Oui. Alors, moi, je voudrais savoir, vous êtes certainement une source d'inspiration pour des femmes, aussi des hommes, ça c'est sûr, mais je veux un peu faire le focus sur la jeune fille. Cette jeune fille qui vous regarde, qui nous suit maintenant lors de cette émission, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Quel est votre parcours pour en arriver là? Parce que c'est bien d'être conseillère du chef de l'État, c'est bien d'être porte-parole adjoint, mais vous avez un parcours. Qu'est-ce que cette fille qui nous regarde ce soir peut retenir pour emboîter le pas? La question maintenant. Qui veut la prendre? Qui veut la prendre? Peut-être on va passer par la jeune fille. Alors, Madame Tina. Bah alors, moi, c'est que j'ai eu la chance, ça commence à changer, j'ai des cheveux blancs de plus en plus, c'est le stress. Mais partout où je passais, en tout cas à l'époque, quand je commençais à la Radio Capi, par exemple, à la MONUSCO, j'étais la plus jeune de l'équipe, j'avais commencé moi à 20 ans. Et donc, plus tard même, je pense, dans l'équipe que j'intègre, dans l'équipe com à la présidence, parce que vous avez 3 services, j'ai aussi la chance d'être la plus jeune, femme, jeune. C'est un atout, c'est aussi un défaut dans ce milieu-là, professionnel, jeune et femme. C'est très compliqué, on en parlera plus tard. Alors, moi, ce que je dis, on voudrait des femmes qui inspirent, on voudrait des femmes qui ont un parcours, une histoire à raconter. Des femmes qui tombent comme ça, parachutées. C'est très bien, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut une femme qui raconte une histoire. Voilà d'où je suis partie. Voilà les moments difficiles. Voilà les défis auxquels j'ai eu à faire face. Et voilà où je suis. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez y arriver. On veut des femmes qui soient mentors, des rôles modèles, qui tendent la main. Alors, moi, je l'ai dit peut-être avec beaucoup d'amertume, je n'ai pas vraiment eu ça. J'avais des ambitions, je voulais devenir quelqu'un, je voulais travailler, faire des bonnes choses. Je voulais trouver ce modèle-là. Mais non seulement admirer, je peux dire, en journalisme par exemple, on aimait bien Chantal Kanimbo, Claire Chazal, tout ce que vous voulez. Mais au-delà de ça, au-delà de l'admirer de loin, j'ai pas vu des femmes qui nous tenaient la main ou qui nous tendaient la main, qui disaient, bah, écoutez, c'est vous la prochaine génération. La solidarité entre femmes. La solidarité entre femmes, ça c'est un problème. Ça n'existe pas. Mais pas. déjà, encourager, encadrer cette jeune génération, il n'y a pas eu. Donc c'était vraiment un écart, un grand fossé. Vous avez des femmes là qui ont réussi, très peu, et puis vous avez toute cette masse des jeunes filles qui rêvent, qui vous admirent, qui vous idolâtrent de loin. C'est bien dommage. Alors c'est à notre peut-être génération, à vous également, vous êtes très bonne dans ce que vous faites, vous êtes admirée, appréciée. Donc c'est à nous maintenant d'aller voir ces jeunes étudiantes peut-être dans les écoles de journalisme, ces jeunes filles dans les lycées, ces jeunes filles qui sont perdues, qui pensent qu'il suffit d'être belle, bien maquillée, c'est ça l'avenir, c'est ça. Non, il faudrait qu'on puisse aller vers ces femmes-là, leur parler, les encadrer, mais surtout la main, leur tendre la main, le mentorat. Mais Madame Tina, en plus de la solidarité, quel est le secret, quelle est la formule de la réussite pour être comme vous par exemple? Quel est le secret? Moi je pense que c'est le sacrifice, c'est le professionnalisme, c'est beaucoup de choses en même temps, c'est beaucoup d'ingrédients qui font un package. L'éducation d'abord. L'éducation, mais pas toujours. Donc c'est vraiment, je pense que chacune a son histoire, chacune a son expérience, mais c'est vrai qu'il y a les B à bas, il y a des choses auxquelles, si on veut réussir, si on ne rentre pas dans ce chemin-là, c'est très difficile. Donc on peut vous tendre la main aujourd'hui, vous pouvez être, comment dire, comme on dit, sans mériter, on vous donne cette chance, mais ça ne va pas arriver tout le temps. À un moment, il faudra, même si aujourd'hui, par exemple, Madame Karine, quelqu'un vous nomme ministre, mais si vous n'êtes pas compétente, si vous n'avez pas le savoir, si vous n'arrivez pas à honorer votre fonction, je pense que prochainement, on ne vous donnera plus cette chance-là. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on ait les atouts, voilà, qu'on ait les atouts, cette compétence-là, qu'on fasse bien les choses. Donc, il faudrait que les femmes ont un problème, c'est que quand une femme occupe un poste important, quand une femme est appelée à aller plus loin, les attentes sont doubles. Non seulement les attentes, mais aussi les jugements, les critiques. Donc, ce qu'on ne demande pas à un homme, moi, on m'a posé une question dans un média. Ah oui, le gouvernement passé, le gouvernement Ilunkamba, on a vu des femmes, elles n'ont rien fait, elles ne nous ont pas impressionnées. J'ai dit, mais pourquoi seulement vous parlez des femmes? Il y avait des hommes, parler du gouvernement en général. Et pourquoi... plus d'hommes que de femmes, d'ailleurs. Exactement. J'ai dit, pourquoi vous ne dites pas, le gouvernement nous a déçus, les hommes et tout ça, mais pourquoi les femmes? Mais ça veut dire, ça devrait nous interpeller. Ça veut dire qu'il y a
beaucoup d'attentes concernant les femmes. Et ça veut dire que c'est un défi. On doit vraiment être les meilleurs parce qu'on n'a pas le choix. C'est encore un processus. Bouchée double. Bouchée double, malheureusement ou heureusement. Ça nous met la pression, mais ça nous pousse aussi à travailler davantage. Donc les femmes ne pensent pas que c'est un cadeau. Hein. Quand on vous donne un poste important, ce n'est pas un cadeau. C'est un défi. La même question pour Madame la conseillère. Je pense qu'elle a dit ce qu'il fallait dire, mais il faut aussi la détermination. Souvent on oublie la détermination, mais surtout la collaboration entre femmes. Les femmes ont un combat de leadership. C'est-à-dire que quand elles sont dans disons dans un ONG par exemple, il y a une autre femme qui a à peu près la même mission qu'elle, elles vont tout faire pour diminuer cette femme-là. Au lieu de travailler en collaboration et de pousser les femmes. Et ça, ce sont des exemples qu'on montre à nos jeunes filles. Et nos jeunes filles vont nous copier plus tard. Elles vont dire, bon, la maman telle, avec telle, ne s'entendent pas dans les mêmes attributions qu'elles ont. Alors, quand elles vont grandir, elles vont aussi prendre ça comme exemple. Ils vont avoir des compétitions. Or, les femmes doivent se souder. Absolument se souder, travailler ensemble, donner l'exemple aux jeunes. Et surtout, donner la place aux jeunes. Moi, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de jeunes, surtout les jeunes activistes. J'ai la chance de les rencontrer, de discuter avec eux, de voir exactement où est le problème. Le problème, ce n'est pas les jeunes, le problème, c'est nous. Parce qu'on ne veut pas se faire remplacer. On refuse de se faire remplacer, et surtout par les jeunes. Or, à un certain niveau, on doit leur montrer le mentorat, comme a dit Madame Tina, le mentorat, pour que eux prennent la chance de nous remplacer, de prendre notre place. On doit le laisser prendre notre place. Il y a ça, mais aussi le problème d'injustice. La jeune fille, elle vit l'injustice à tous les niveaux. Ça commence déjà à la maison. On la diminue. On la diminue. Bon, tu dois faire la vaisselle, mais pas ton frère. Ton frère doit jouer à la télé et regarder la télévision. Non. Si on changeait un peu les rôles. Moi, chez moi, j'ai changé les rôles et mes fils étaient complètement contre moi. C'est le dictat de la société. Voilà, hein. Mais moi, chez moi, mes fils étaient contre moi parce que je leur avais dit, maintenant, à partir de maintenant, c'est les garçons qui font la vaisselle. Vive l'émancipation de la jeune fille. Et les filles, alors mes garçons étaient contre, ils ont dit, maman, tu es injuste, tu es injuste. Mais maintenant, ils ont compris. Hein? Ils respectent plus les femmes. Il y a toujours différents moyens de faire montrer ça aux jeunes garçons, comment respecter les jeunes filles. C'est déjà, comme je disais, à la maison, et puis à l'école, et puis à l'université, et après au travail. Elles vivent des harcèlements, surtout l'harcèlement sexuel. On voit ça à l'université. Vous pensez que toutes les filles ont besoin d'avoir des rapports avec les professeurs? Non. C'est parce que les professeurs les menacent et leur disent, voilà, si tu ne veux pas réussir... Parfois, ça s'impose à elles. Si tu veux réussir, je vais te retrouver sur mon lit. Mais c'est tout ça. Et ça, c'est pas seulement à l'université, c'est même quand ils sont dans le milieu du travail, le milieu professionnel. C'est tout ça. Alors nous, les femmes qui sommes là, si on montre l'exemple en disant que basta, nous, on ne pratique pas tout cela, et les jeunes filles vont nous suivre, ils vont nous prendre en exemple. C'est tout ça qu'il faut amener, vers les jeunes filles. Alors, Madame la conseillère, justement, vous êtes conseillère du chef de l'État en matière de la jeunesse, puisqu'on est en train de parler des jeunes. Quels sont les changements qui ont été enregistrés depuis que vous occupez ce poste? Je peux dire très peu. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de fonds. Pour faire qu'il y ait des changements, qu'il y ait des activités, qu'on organise des choses, des assises, ça demande un financement. Or, dans tout ce qui est jeunesse, dans tout ce qui est femmes, genre et tout ça, on donne très peu de financement qui nous empêche même d'organiser ce qu'on doit organiser, de mettre en place ce qui doit être mis en place. On travaille avec des financements extrêmement minimes. C'est pas seulement dans mon département, là je plaide aussi pour les ministres. Extrêmement minime. On critique le ministre de la jeunesse, il n'a rien fait. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte du budget que lui il a? Tout se centre vers le budget. On critique la ministre du genre, elle n'a rien fait. Elle n'a que même pas 5%, 0,5% de son budget.
qu'elle reçoit. Mais comment est-ce qu'elle peut appliquer tout ce qu'elle doit appliquer? Mais on les félicite pour ceux qui sont mis en place. Comme le ministre de la Jeunesse, il a fait pour tout ce qui est agricole, la brigade agricole, il faut reconnaître cet effort-là. La ministre du Genre qui a pu mettre en place comment on appelle ça, la stratégie contre les violences basées sur le genre, il faut la féliciter. Mais c'était pas facile pour eux de mettre tout ça en place. On pense qu'une fois qu'on vous a nommé dans un poste de leadership, que tout va se réaliser facilement. Non. Nous, on fait des rencontres. On a des rencontres avec les jeunes entrepreneurs. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place une plateforme pour les jeunes entrepreneurs. On a des rencontres avec les jeunes motocyclistes de Wewa, où on doit les considérer et se dire, oui, ce sont des entrepreneurs, mais ce sont des entrepreneurs qui travaillent avec beaucoup de risques. Comment diminuer ces risques-là? Et c'est là directement, on va rencontrer le ministre de Transport pour mettre en place une ordonnance pour la protection de ces jeunes, comment je peux dire, les jeunes motocyclistes, no Wewa. C'est ça, c'est vraiment les rencontres qu'on a avec les différents ministères du genre, ministère de l'Intérieur, pour pouvoir mettre des lois ou des ordonnances en place pour protéger ces jeunes-là. Il y a quelque temps, nous avons, excuse-moi Jolie, il y a quelque temps, nous avons reçu sur ces mêmes plateaux le ministre de la Jeunesse, justement, qui parlait de cette absence, de cette insuffisance des moyens. Vous parlez, vous également, de cette insuffisance des moyens, même au ministère du Genre et tout ça. Mais pourquoi ne pas essayer de réfléchir pour trouver des financements innovants, par exemple, avec l'appui des partenaires? Parce que s'il faut tout attendre du gouvernement, ça ne viendra pas demain. Hein. C'est ça le contraire. On ne doit pas attendre toujours des partenaires. Les partenaires, ils sont venus pour nous aider pour un petit moment. Après, c'est le gouvernement qui doit prendre ça en charge. On est quand même un pays souverain. On ne peut pas passer notre temps à quémander. Hein? Attendre des partenaires, ça veut dire mendier. Mendier. Bien qu'ils sont là. C'est un partenariat. Oui, c'est un partenariat, mais bon, il y a ses limites avec les partenaires. Okay? Ils sont là, ils nous poussent à agir, à travailler sur quelque chose. Et puis après, c'est à nous de nous prendre en charge. Parce qu'à la fin, ce financement-là finit. Parce que c'est souvent pour 6 mois, pour 3 mois, pour 2 ans, pour 5 ans. Mais il y a un moment, ça va finir. Mais c'est le gouvernement qui doit prendre ça en charge. Or, le gouvernement doit être conscient que la jeunesse, c'est eux qui vont les remplacer. Comment préparer cette jeunesse pour pouvoir les remplacer? Et ils doivent aussi être conscients en se disant, mais j'étais jeune moi aussi, j'ai subi ces genres de discrimination et comment est-ce que je peux m'améliorer? Moi, je suis extrêmement content d'avoir le nouveau Premier ministre qui était ministre de la Jeunesse. Ça fait qu'il connaît tous les problèmes de la jeunesse. C'est même lui qui a mis en place le Conseil national de la jeunesse. Alors, et lui, il est un homme genré, comme on dit. Il va tout faire pour qu'il y ait la parité et on espère qu'il donnera assez de financement pour les deux ministères. Même si ça a été voté l'année passée, mais bon, on espère pour l'année prochaine. Alors, toujours dans le sens de la question de Karine, puisque les fonds alloués ne sont pas, disponibles, ce ne sont pas suffisants, est-ce qu'on va dire que attendre les résultats, ce sera dans la dizaine d'années ou dans la vingtaine d'années? Parce que quand on n'a pas assez de moyens, permettez-moi d'appeler ça, le plainte comme vous le faites, vous vous plaignez, le ministère du Genre va se plaindre, le ministère de la Jeunesse va se plaindre également. Mais donc, ça veut dire qu'on ne peut rien attendre de vous, ou qu'on attendra de vous sur un très long moment. Je suis pas ministre, hein. Je plaidoyer pour eux, parce que j'estime qu'ils font du bon travail. Mais ce que je veux dire, que peut-être l'année... Bon, déjà, il y a comment je peux dire, il y a des résultats qui se sont fait voir, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle des moyens, c'est parce que les moyens ne sont pas bien équilibrés. On donne plus de moyens à tel ministère, à tel... Mais peut-être l'année prochaine, ils vont comprendre le message et mieux équilibrer le financement pour ces ministères-là. Mais nous, on ne travaille pas seulement avec le ministère de la Jeunesse et du Genre. Le ministère de la Jeunesse, c'est seulement 5% peut-être de notre travail. On n'a pratiquement pas beaucoup de contact avec eux parce qu'il y a la politique de la jeunesse qui est là et tout ça. Et la politique de la jeunesse, elle est bien faite. Avec le ministère du Genre, c'est la même chose. On travaille peut-être 5%. Et les autres pourcentages, c'est vraiment mis avec le ministère de la Justice, le ministère le ministère de l'Intérieur surtout, le ministère de la Défense, on est avec le ministère de la Santé. C'est-à-dire que notre travail est tellement transversal qu'on ne se concentre pas seulement à ces deux ministères. Oui.
Alors, moi, j'aimerais toujours, dans le même élan, cette fois-ci, parce que Madame Tina a quand même évoqué qu'il y avait des avancées par rapport à la représentativité de la femme, même dans le gouvernement, dans les postes de décision. Mais lorsqu'on revient sur les fonds, sur les budgets qui sont alloués, par exemple, au ministère du Genre, c'est à se poser la question de savoir, est-ce que même nos gouvernants, c'est juste le fait que la femme soit représentée, mais au fond, on ne lui donne pas suffisamment des moyens pour justement permettre à cette femme qu'elle soit connue, que ses activités soient connues. Est-ce qu'un travail ne doit pas être fait à ce niveau-là, au niveau, si je peux dire, des hommes? Est-ce que c'est juste un slogan où il faut vraiment qu'ils puissent intérioriser cette chose pour qu'enfin que ces femmes aient suffisamment des moyens pour vulgariser leurs activités et campagnes? Alors, oui, c'est comme si les envoyer dans au Lyon, juste, elles sont là, oui, vous avez demandé un poste, le voilà, et puis je pense qu'elle va mieux y répondre parce que c'est ce qu'elle venait de dire, et je pense que si Madame Chantal est en train de beaucoup parler à des ministères, genre ministère de la jeunesse, c'est peut-être parce que elle, en tant que conseillère, elle n'est que conseillère, donc elle est dans la stratégie, dans les conseils, elle n'est pas dans la mise en exécution. Donc pour mettre en exécution la vision du chef de l'État, c'est les gouvernements. Et en l'occurrence, ici, sont les ministères. Voilà. Donc, c'est que moi, je pense que le problème, il est à tous les niveaux. Et c'est ce que vous venez d'évoquer de manière très simple. Donc, autant on est en train de se battre d'abord pour la représentativité, autant il y a d'autres problèmes sur lesquels il faudrait vraiment s'atteler. Et c'est même peut-être ça, la partie non visible de l'iceberg, qui est énorme et qui est lourd. Je pense que c'est là. Donc, il ne faudrait pas qu'on donne aux femmes, aux jeunes, des postes, des fonctions pour faire joli, pour faire quota. Mais il faudrait qu'on débloque toute la machine, tous les systèmes pour que non seulement ils soient représentés, mais également qu'ils aient les moyens de leur politique. Que ce soit une politique qui soit impulsée à tous les niveaux et que ça puisse marcher. Donc c'est vraiment ça le problème. J'aimerais qu'alors que nous soyons vraiment pragmatiques. La jeune fille qui vous suit, qui va nous suivre, qui va suivre cette émission à Kulungongo par exemple, c'est dans le Congo central, c'est là où j'ai grandi, qui nous suit et qui vous prend pour modèle. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'éducation pour émerger. Madame la conseillère, vous avez dit, c'est ça, mais pas que. Alors, comment cette jeune fille qui vous regarde, qui vous prend pour modèle, qu'est-ce qu'elle doit faire pour atteindre ces postes de responsabilité que vous occupez aujourd'hui? Que doit-elle faire pour être comme vous, par exemple, concrètement? Elle fait quoi? Moi, je peux dire que ça dépend de quel modèle elles ont. Et puis, aussi, ça dépend de que le modèle qu'elles ont choisi, qu'est-ce qu'elle a fait. Moi, je peux prendre, par exemple, mon exemple. Là, je n'ai pas eu le temps de le dire. C'est beaucoup de détermination. Extrêmement beaucoup de détermination et beaucoup d'éducation. Chaque fois qu'il y a des formations, tu vas et tu accèdes à l'information. Comme là, maintenant, moi et ma collègue, on participe à la formation de stratégie qui est au CHETS pour le moment. C'est-à-dire toujours essayer de voir là il y a des formations et les avoir. Mais aussi, ça prend beaucoup de respect. Souvent, les jeunes filles et tout ça et tout, elles ont oublié leur estime, l'estime de soi et puis le respect de eux-mêmes, je veux dire de eux-mêmes, de se respecter soi-même, de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, bon, j'ai beaucoup évolué dans la politique. J'ai été présidente de conseil d'administration, je ne peux même pas en compter. Peut-être une vingtaine de conseils d'administration, j'ai été présidente. Je me suis occupée d'une université. Là, on parle souvent de notre maman qui est en Écosse, qui est la première Congolaise qui est recteur, mais moi j'étais la première d'université. Voilà, j'ai eu la chance d'être la première Congolaise à gérer toute une gouvernance d'une université pendant au moins 6 ans. C'était l'université Saint-Paul à Ottawa. J'étais la première noire à être présidente de Ottawa Council of Women. C'était un mouvement des femmes. Après que les femmes noires ont commencé à manifester en Amérique, il y a eu des mouvements des femmes blanches qui ont été mis en place. Et ce mouvement existait depuis 1820 et quelques. Et j'étais la première noire à devenir présidente de ce mouvement-là. Mais j'ai organisé des marches où j'étais la présidente de Women March. C'est-à-dire,
c'est vraiment avoir peut-être un pedigree, avoir un CV qui est extrêmement solide et montrer les actions qu'on a fait. Pas des faux CV, là on se dit oui voilà j'ai fait, et pourtant c'est faux. Non, avoir un CV qui est solide avec beaucoup de références. Malheureusement pour nous les femmes, ça doit être plus que double. Parce que quand on travaille, comme a dit Madame Tina, on doit travailler doublement, plus que les hommes. Je dirais même, c'est l'exemple même de la personne noire. Je ne dis pas la femme noire, je dis la personne noire qui travaille en Occident. Elle doit travailler peut-être 5 fois, 6 fois plus que les blancs pour accéder à des postes de direction. Parce que je suis de même l'exemple. J'étais executive director d'un centre pour femmes. Et ça m'a pris aussi du temps pour pouvoir accéder à ça. Il fallait montrer l'exemple, il fallait travailler dur. Et c'est ça qu'il faut montrer aux jeunes filles, c'est qu'elles doivent travailler plus que les hommes, malheureusement. Jusqu'on va atteindre ce niveau d'égalité. Et elles doivent vraiment s'y mettre dans ce qu'elles font, aimer, surtout aimer ce qu'elles sont en train de faire, aimer. Et à la fin, comme je le dis toujours, en collaboration avec les autres jeunes filles, ne pas vivre en compétition, se battre pour des positions et puis diminuer l'autre jeune fille. Or, quand tu montes et tu prends une autre femme avec toi, tu réussis parce que quand elle va monter et que toi tu vas tomber, elle va te reprendre pour pouvoir monter toutes les deux ensemble. C'est ça qu'on doit ensemble, on est plus forte. La première dame l'a dit d'ailleurs. Oui, elle a raison. Elle a raison. Alors, Madame la porte-parole adjointe, comment devient-on Tina Salama pour la petite jeune fille qui est en train de nous suivre à Kulungongo? Alors, est-ce que Tina Salama, là où elle se retrouve? Est-ce qu'elle pense qu'elle est arrivée? Bon, c'est toute la question aussi. C'est que, je dis, souvent on regarde de loin, on se dit, waouh, quelle chance elle a eue, waouh, j'aimerais être comme elle. Mais est-ce que tu es prête également à mettre mes chaussures, à marcher mon chemin, à pleurer là où j'ai pleuré, à tomber également 10 000 fois? Je me suis retrouvée, moi, dans une ville post-conflit, je l'ai dit tout le temps, pas pour faire joli, mais parce que c'était... c'est une réalité. Donc, je suis née à Bukavu. Et donc, quand j'étais étudiante, très tôt, il y a la première guerre qui a commencé, la deuxième. Donc, j'ai vécu les deux guerres. J'ai même sorti un ouvrage sur cette expérience-là de vie pendant la guerre. Donc, à ce moment-là, en période post-conflit, la vie a l'air de se terminer là. Vous ne savez pas comment vous allez rebondir. Vous ne savez pas... tous vos rêves... Voilà, vous dites c'est fini. Quelle est ma suite? Quel est mon avenir? Et tout ça. Et donc, là, il faut... J'ai vraiment... je me suis dit, je ne me laisse pas comme ça, sinon tu restes là, c'est fini. Et donc j'ai été chercher du travail, j'ai pas fini mes études, mais bon, comme on n'étudiait plus dans des bonnes conditions parce que les professeurs visiteurs ne venaient pas, donc du coup, je faisais du bénévolat, aller faire des petites émissions très simples, mais vraiment où on ne vous donne rien. J'animais le soir, j'allais faire un petit stage à la RTNC, caméra et tout ça, toute jeune, toute mince, toute timide et tout ça. Et puis les Nations Unies arrivent, je me dis, je vais quand même tenter ma chance parce que ils vont ouvrir une radio, donc c'était pas évident tout ça. Et c'est ce que j'ai dit aux gens, comme elle l'a si bien dit, il ne faut pas des faux CV, des faux semblants. Et autant les gens peuvent dire, bon là on l'a privilégié quand même, si à 20 ans elle a intégré les Nations Unies, ok, autant on peut vous privilégier pour ça, mais pour la suite alors, on ne peut pas indéfiniment vous privilégier, à un moment il faut faire preuve, à un moment il faut, voilà. Donc c'est pas facile. C'est bien d'admirer, mais c'est bien de se dire qu'il faut se battre. Donc c'est l'engagement, la jeune femme doit s'engager. Mais sérieusement, elle doit être déterminée. La détermination est très importante. Ambitieuse, mais se donner les moyens de ses ambitions. Il ne suffit pas d'être ambitieuse. Moi, je veux devenir, c'est très bien. Je voudrais devenir, moi, je ne sais pas, peut-être Michelle Obama, aussi intelligente qu'elle. Voilà, il y a d'autres femmes très, très importantes et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour devenir cela? Qu'est-ce que tu fais pour devenir, être comme Tina Salama? Moi, je me rappelle déjà très jeune, j'organisais des petites cérémonies comme ça, même si c'est élection de Miss, par exemple, à Bukavu, mais on va profiter pour parler aux jeunes filles, par exemple, du VIH-Sida, pour leur dire ça existe, il faut vous protéger, il faut être... Donc, j'étais très engagée dans la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs, parce que ça me touchait personnellement, j'étais dans le groupe Jérémy, très tôt déjà. Donc, beaucoup de petites choses comme ça. J'ai pu finir mes études difficilement. J'ai pu avoir finalement, je suis bac plus 5 à l'école de journalisme de Kinshasa, donc à l'IFASIC, politique étrangère. Je ne me suis pas arrêtée là, j'ai continué, j'ai fait un master 2 international en management des médias en France. Et maintenant, comme elle le dit, je reprends encore au collège des hautes études de stratégie et défense. Donc on se forme continuellement parce que même là où on avance, on se rend compte quand même qu'il y a des gaps, qu'il y a des lacunes qu'on doit combler. Voilà. Et donc, on apprend tous les jours. On apprend tous les jours.
Et on est engagé aussi dans des associations, on se bat pour les gens, donc beaucoup de petites choses comme ça, pour être ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est un tout, c'est un combat, c'est un parcours. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. C'est vrai que c'est très beau, mais il y a une autre jeune fille qui vous suit, qui se dit, mais bon, là, je deviens homme carrément. Est-ce qu'il faudrait que je fasse... Oui, il y en a qui le disent. C'est des sacrifices. Il faudrait qu'on étudie que la jeune fille, que la femme d'aujourd'hui passe des années à l'école ou pour non, devenir, pas forcément. pour devenir quelqu'un. Alors, Madame Dioka, la femme leader, je pense que la conseillère l'a dit à un moment d'une façon très, très simple, peut-être que c'est passé inaperçu. La femme leader aujourd'hui, c'est pas forcément la femme qui occupe un poste important. C'est pas forcément la femme qui est vue, la femme publique. Pour moi, les héroïnes, comme je l'ai dit tout le temps, c'est peut-être ces femmes qui se lèvent à 4 h du matin pour aller vendre du pain et qui tiennent des ménages, qui nourrissent leur famille. Vous savez, c'est cette femme-là, maraîchère. C'est cette femme-là qui, au Kivu, elle va dans le champ à cause de l'insécurité, elle est violée. Mais comme elle se dit, bon, je n'ai pas le choix, on m'a dit qu'il y a un nouveau phénomène qui est en train de se passer, c'est que les femmes, comme elles ne vont plus au champ, il y a maintenant une sorte de sécheresse, voilà, dans le village, il n'y a plus rien. Et donc, du coup, elles y vont. Elles y vont comme ça, acceptant ce qui va leur arriver. Et on les laisse tranquilles, elles font les champs, mais au moins elles ramènent quelque chose. Donc, vous voyez, c'est une femme résiliente, c'est une femme battante, à tous les niveaux. Ne pensez pas une femme importante, c'est seulement Michelle Obama, c'est une femme qui a été présidente de l'Assemblée nationale, une conseillère spéciale, une porte-parole. Non, c'est toutes ces femmes qui ne veulent pas croiser les bras. C'est toutes ces femmes qui disent on doit continuer, on doit aller de l'avant. Justement, ces femmes, puisque vous évoquez que le leadership, ce n'est pas seulement être devant les écrans, mais également celles qui sont dans l'ombre, et celles qui sont dans l'ombre ou qui étaient dans l'ombre et qui continuent de l'être, ce sont toutes ces femmes courageuses, braves, ces infirmières. Et d'ailleurs, le thème de cette année a été, comment je peux dire, publié ou à leur honneur. Hein, c'est ces femmes qui ont travaillé pendant la Covid-19. Oui. On veut féliciter ou encore faire valoir, montrer qu'elles étaient là, puisqu'on a appris qu'il y a également beaucoup qui ont perdu leur vie. Alors, Madame la conseillère, il y a quelque temps également, nous avons suivi, vous avez parlé qu'il y avait plus de violence pendant la Covid-19. Hein, les femmes qui ont connu plus de violence. Comment cela se fait? Comment cela s'explique? À cette période-là, Gombe était confiné. Or, tous les hommes travaillent à Gombe. Travaillent dans l'administration, et même les mamans qui travaillaient dans le marché, ils ne pouvaient pas aller au marché. Ça fait qu'ils étaient tous, ils n'avaient plus l'habitude de vivre ensemble. L'habitude de vivre ensemble en couple avec les enfants avait complètement disparu. Alors maintenant, ils se retrouvaient ensemble et il y a eu beaucoup de conflits. Beaucoup de violences conjugales, surtout la violence conjugale, parce qu'ils avaient complètement perdu l'habitude. Les enfants étaient à la maison, le papa criait sur les enfants, les enfants ne pouvaient plus sortir dehors, la maman et le papa, l'entente ne se faisait plus parce qu'ils avaient perdu l'habitude de vie de couple. Alors, c'est ça le taux de violence qui avait plus augmenté, c'était la violence conjugale. Qui avait extrêmement augmenté. Dans la violence conjugale, il y avait la violence financière pour les femmes qui vendaient, le mari qui restait à la maison. Il y avait la violence psychologique parce que le mari diminuait la femme, ou tu es une bonne aria et tout ça et tout. La violence émotionnelle, il y avait toutes sortes de violences qui se passaient, même la violence sexuelle. Parce que souvent les femmes, elles se disent, bon, je suis mariée, bon, quand mon mari me touche mal, hein, c'est normal. Non. Elles doivent aussi apprendre qu'il y a des moments, il y a la violence sexuelle qui existe même dans la vie de couple. C'est ça qui s'est passé comme violence. Mais je reviens vers le thème des Nations Unies sur le leadership de la femme durant la Covid. Ce n'est pas seulement les infirmières, c'est toutes femmes. Les femmes qui étaient au Parlement. Des femmes qui étaient des mamans commerçantes. Alors, oui, elles ont perdu. Elles ont maintenant trouvé quels sont les moyens qu'elles ont utilisés pour survivre pendant la Covid. Des femmes qui travaillaient, par exemple, dans des administrations, quels sont les moyens qu'ils ont utilisés? Les moyens qu'ils ont utilisés, c'était de travailler à distance, avec Zoom et tout ça. Ce sont ces moyens-là qu'on doit essayer de trouver et d'appuyer ces moyens que ces femmes-là ont fait. C'est vrai qu'il y a des femmes qui étaient exposées comme infirmières, mais il y avait aussi des hommes. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes qui sont morts, il y a des médecins qui sont morts, il y a des gens qui nettoyaient les hôpitaux qui sont morts à cause du contact qu'ils ont eu avec les personnes atteintes de la Covid. Alors c'est ça. Merci.
Alors, je voudrais qu'on mette en lumière un peu, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la femme qui a vécu cette période. En fait, le monde entier est en train de vivre une situation inédite avec la survenue de la pandémie de Covid-19. Alors, ce qui a entraîné, qui a renforcé, j'allais dire, la dépendance financière de la femme, ça la vilie. Alors, comment sortir la femme de cette précarité? Bon, dans certains pays... C'est un défi de taille. C'est un défi international. Hein. International, c'est pas seulement les femmes, les hommes et tout ça. L'économie a diminué dans tous les pays au monde. Mais quand on parle de la femme, surtout la femme congolaise, parce que c'est souvent elle qui amène comment je peux dire, la nourriture sur la table. Hein. C'est elle qui comment je peux dire, qui va le pilier de la famille, voilà, je l'ai dit. C'est elle qui doit aller au marché, c'est elle qui doit regarder, bon, on oublie souvent le climat, les problèmes du climat et tout ça et tout. Et c'est elle qui gère toutes ces émotions-là. Alors, côté économie, c'est vrai que ça a beaucoup diminué si on regarde seulement la femme, parce qu'elle pouvait, souvent elle venait ici à Gombe pour pouvoir acheter leurs marchandises. Et après, bon, ils ne pouvaient plus. Il y en a beaucoup qui voyageaient, qui allaient dans les différents pays pour se procurer de leurs marchandises. Elles étaient empêchées. Il y en a même des femmes congolaises qui sont restées dans certains pays et qui ne pouvaient même plus retourner ici au Congo. Mais on a pu l'arranger, tous ces problèmes-là, avec la ministre des Affaires étrangères. Elle a pu rapatrier toutes ces personnes qui étaient coincées à l'étranger. Et puis, bon, là, on a les différents ministères qui doivent s'occuper, pas seulement de l'économie de la femme, mais l'économie de toute la population. Alors, une question à Madame Tina, parce que j'avais quand même pris le temps de lire votre parcours. J'ai lu quelque part que vous étiez également activiste, que vous défendiez également, que vous étiez dans la lutte contre la violence faite à la femme. Mais maintenant, avec vos nouvelles responsabilités, est-ce que vous avez encore du temps pour continuer dans ces activités? En tout cas, j'ai toujours le temps pour comment dire, hein, les choses qui en valent la peine, hein, notamment cette question-là, que ce soit lutte contre les violences faites à la femme et surtout les inégalités, hein, la réduction des inégalités. Je pense que nous toutes, on devrait pouvoir s'engager. Quand on a une voix, quand on a l'occasion en tout cas de se faire entendre par le plus grand nombre, profitons-en, que ce soit vous les femmes des médias, que ce soit nous femmes politiques, toute femme en tout cas qui a une opinion, voilà, il faudrait vraiment le faire parce que les inégalités, comme venait de le dire Madame la conseillère, sont énormes. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en plus, dans ce monde Covid où nous vivons aujourd'hui, ça a vraiment été exacerbé. Hein. Les femmes en pâtissent, elle a dit, la femme porte le monde, la femme c'est elle le pilier. Notre économie est à 80% dans l'informel. Et ce sont vraiment les femmes qui tiennent à l'économie. Et donc, elles en ont beaucoup souffert. Elles en souffrent terriblement. Et donc, il faudrait vraiment qu'il y ait des mécanismes pour aider cette femme-là à se relever. Parce que quand elle est debout, eh ben, elle soutient toute la famille, elle soutient toute la communauté. Donc, voilà. Alors, Madame la conseillère, vous êtes également chargée dans la lutte contre la violence faite à la femme. Dites-nous, est-ce qu'on peut avoir un bilan depuis que vous êtes à ce poste? Y a-t-il eu plutôt des changements? Est-ce qu'il y a baisse, il y a hausse des violences par rapport? Je pourrais dire qu'il y a une petite baisse, ok? Parce que les lois, beaucoup de choses ont été mises en place bien avant moi, hein, vraiment bien avant moi, et qui sont en train de s'appliquer petit à petit. Bon, moi, j'ai hérité le portefeuille de Madame Mabunda, je pense que vous tous vous le savez. Elle avait le recrutement des enfants et la violence sexuelle. Mais elle était représentante du président de la République. Et le président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis ce poste-là au haut niveau. C'est-à-dire qu'au lieu d'être la représentante du président de la République, je suis devenue, moi, la conseillère spéciale du chef de l'État. Mais pour jeunesse, genre, et toutes sortes de violences faites à la femme, pas seulement la violence sexuelle. Du côté de la violence sexuelle, Madame Mabunda travaillait déjà sur un accord qui était fait entre les Nations Unies et le gouvernement congolais pour pouvoir nous faire sortir de la liste noire de tout ce qui est violence sexuelle, parce qu'en 2010, on nous appelait capitale du viol et tout ça et tout. Et elle avait le côté, comment on dit ça, recrutement des enfants. Depuis 2016, il n'y a plus d'enfants soldats dans les forces armées congolaises, mais on a des enfants dans tout ce qui est milice. Il y a beaucoup de milices.
Alors, ces enfants-là qui sont dans les milices, ça fait partie aussi d'un devoir que je dois prendre en charge, que le président est en train de mettre en place. On est en train de revoir le DDR. Parce que le DDR a été applicable pour une certaine période. Maintenant, il faut vraiment, comment je peux dire, il faut vraiment le rénover, mettre d'autres applications dans le DDR. Alors là, on tombe du côté de la violence sexuelle. La violence sexuelle, en 2012, il y a eu un communiqué conjoint, qui est le contrat entre les États-Unis, excusez-moi, les Nations Unies et le gouvernement congolais. En 2012, il a été signé par l'ancien Premier ministre Matata et il a été revu en 2016. Et en 2019, il a été signé par l'ancien ministre Ilunga. Et qu'est-ce qui se passe dans le communiqué conjoint? En 2019, c'était l'addendum du communiqué conjoint. Dans le communiqué conjoint ou son addendum, il fallait mettre en place le plan stratégique de la FARDC pour tout ce qui est violence sexuelle. Parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui violaient, ceux qui commettaient l'acte, il faut dire le mot, hein, parce que souvent on cache, oh, viol. Non, ceux qui faisaient le viol, ceux qui violaient sexuellement les femmes, c'était les hommes en uniforme. Alors le plan stratégique de la FARDC a commencé, il a été fini en 2019 et ils ont mis beaucoup de choses en application. Moi, en tout cas, je suis fière de notre FARDC. Ils ont mis beaucoup de choses en application. Le taux de violence sexuelle a extrêmement diminué. Mais du côté de la police nationale, c'était très difficile de mettre en place le plan stratégique. Une fois qu'on a nommé le nouveau ministre de l'Intérieur, le vice-ministre de l'Intérieur, il y a eu une approche le lendemain. Moi, le BCNUDH, l'ONU, pour lui demander de mettre en place ce plan stratégique. Directement, il s'est rendu compte que c'était extrêmement important. On a pris 10 jours, on a mis le plan stratégique de la police et tout ce que les policiers avaient mis en pratique parce qu'ils étaient déjà conscients qu'un plan stratégique devait se mettre en place. Ils ont on a pris les activités qu'ils ont mis et on a intégré dans le nouveau plan stratégique. Ça fait que de ce côté-là, ça fonctionne. Mais il y avait la feuille de route de mon département sur la violence sexuelle pour qu'on soit reconnu que comme quoi on met ça en pratique. On a mis en place les moyens, la politique technique, je peux dire, le côté technique de cet addendum. On a invité plusieurs personnes qui sont venues. Maintenant, il faut la porter du côté politique. Tant qu'il n'est pas porté du côté politique, on reste toujours listé. C'est ça le problème. On est toujours dans la liste noire. Et c'est un combat, maintenant, de l'amener du côté politique. Une fois qu'il va être mis en place, c'est là où les activités vont commencer. De l'autre côté, on a la tolérance zéro. La tolérance zéro que le président de la République doit prononcer à la nation. Pour dire que c'est fini avec les violences faites à la femme. Voici ce que vous devez faire. Non, je ne le dis pas, hein. Je veux que le président vous le dise lui-même. Voici ce que vous devez faire pour qu'on en finisse avec cette violence faite à la femme et la violence sexuelle. Et de là, il y aura 2 ans d'activité à travers le pays. Il y aura 2 ans d'activité. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est le président de l'Union africaine. Ça fait que nous, on doit montrer l'exemple. On a montré l'exemple comme quoi on a combattu tout ce qui est violence faite à la femme. On a mis des politiques en place. Des politiques sont en train de se faire, de s'appliquer. C'est ça. Alors, nous sommes talonnés vraiment par le temps. Mais oui, déjà, oui, ça passe très vite à la télévision. Oui. Le président de la République, Grace Michel, l'a dit au début, met un point d'honneur à promouvoir la gente féminine. Et à vous entendre parler, il y a eu beaucoup d'avancées en ce qui concerne la lutte contre les violences faites à la femme. Mais est-ce que la femme, cette femme congolaise qui nous regarde depuis Bukavu, d'où vient Tina Salama, est-ce que cette femme sera du même avis que vous? Cette femme qui nous regarde à Béni, par exemple? Moi, je dirais que non. Parce que sur place, elle ne voit rien, rien ne change. Mais pour que les choses changent, comme je dis, il faut mettre à place des activités, il faut vulgariser. Et tout ça, nous revenons au problème des moyens, ça nous rattrape. Voilà. Alors moi, j'avais quand même une dernière question parce qu'on n'a plus de temps. Des questions personnelles à chacune. Vous occupez un poste de décision, quand même, il faut le dire, un poste important. Et comment vous faites? Parce qu'il y a des femmes qui aspirent à devenir aussi grande dame que vous êtes.
mais qui ont peut-être du mal à gérer ou à concilier autant d'activités. Parce que vous êtes spécialement Tina Sanana, qui est sur plusieurs activités. Comment vous arrivez à concilier famille, ménage, ainsi que votre parcours professionnel? Comme les hommes. Oui, mais bon, c'est un secret qu'une femme qui nous entend voudrait bien entendre. Comme les hommes. Les hommes, par exemple, les hommes ne sont pas épouses, ne sont pas mères. Voilà. Si ils sont époux et pères. Non, oui, dans mais... le sens où, parce que justement, si on rentre même dans notre culture dans notre africaine, société, il y a même partout ailleurs dans le monde, on sait que la responsabilité, il faut le dire, c'est plus la mère. C'est vrai. On a ce problème-là, et je pense qu'il y a un rapport que j'ai bien aimé, qui a été fait par des femmes, Lucofem, je crois, qui a été présenté par les PNUD, et on disait que cette question était cliché. Vous savez pourquoi? Parce que dans les médias, à chaque fois qu'on rencontre une femme qui a des occupations importantes, c'était la question fétiche qui ne manquait pas. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour concilier les deux? Et c'est une question qu'on ne pose jamais aux hommes. Un homme, c'est un père. Oui. Un homme doit s'occuper de l'éducation de ses enfants. Oui. Un homme est responsable aussi de la maison. Pas justement parce que dans notre culture, comme disait Grace Michel, ici en République démocratique, mais je pense que c'est tout comme pour l'homme. Il a 10 minutes pour les enfants, alors que la femme, on a 60, par exemple. Alors si aujourd'hui vous travaillez et votre époux ne travaille pas, ça veut dire que vous n'êtes plus femme. Si on l'est, c'est difficile. Bon, je ne vais pas répondre à la question en tout cas. Ça, c'est en théorie, mais dans les faits, nous savons comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Je pense qu'il faut juste bien dispatcher son temps. C'est pas sorcier, on n'est pas des Wonder Woman, des Superwoman. Il faut juste savoir quand est-ce que, là c'est le travail, là c'est le ménage, là c'est Tina, peut-être la maman, c'est Chantal l'épouse, c'est... Jolie, la femme professionnelle. Si on arrive vraiment à mettre chaque aspect dans sa case et qu'on sait accorder du temps, Jolie a également le devoir de pouvoir s'occuper d'elle, donc les loisirs, de faire du sport, d'avoir ses copines, sa vie à elle. Donc je pense que tout être humain a ses différents compartiments et c'est juste comment on fait pour s'en occuper. Alors il y a une chose, c'est qu'il y a une question auquel on n'a pas répondu. Elle a posé une question très importante. Elle dit, est-ce que finalement, on devient des hommes? Parce que vous avez parlé des études, des formations et tout ça. Non, la femme, on est une très belle créature de l'Éternel, de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de se dénaturer. On n'a pas besoin de devenir des hommes. On n'a pas besoin de changer de caractère. Moi, j'ai vu des femmes qui disent, oui, parce que vous savez, avec les fonctions qu'on occupe, on doit être dur, sinon c'est la familiarité. Sinon, les gens abusent. On veut être Margaret Thatcher. Moi, j'ai entendu une femme le dire. Je ne veux pas dire qui c'est. Et vous savez, vous-même, vous voyez, vous êtes des femmes de médias, vous voyez des femmes qui, à un moment, quand elle est importante, elle devient inaccessible, elle devient très dure, arrogante, elle parle aux gens, parce qu'elle pense, tout ça, c'est des choses à travailler également, pour la femme qui a réussi. Elle a tellement galéré, elle a tellement eu du mal à arriver là où elle est, qu'elle pense que si elle est dans ce cocon-là, si elle met ces barricades-là, on va plus la respecter. Pas forcément. Je reste moi, je reste Tina, cool, je souris. Quand il faut dire non, je dis non. Moi, j'ai mis un tweet avant-hier, je disais, la clé de la libération de la femme, c'est l'économie, comment dire, l'autonomisation de la femme. Voilà, exactement. Et je dis que la femme ne puisse pas permettre des situations, des gestes, des mots qui puissent attenter à sa dignité. Vous savez comment les gens m'ont insulté? Ils ont dit, ah, donc vous êtes en train de dire aux femmes qu'une femme ne peut pas dépendre financièrement d'un homme. Donc vous êtes en train de dire que les femmes ne peuvent pas se marier. Donc c'est aller dans tous les sens. Juste pour parler de l'autonomisation de la femme. Qu'elle est libre, pas libre dans le sens où on pourrait le comprendre, mais si elle est autonome financièrement ou économiquement, elle est indépendante et ça lui ouvre beaucoup de portes. Absolument. Mais c'est ce qu'on disait encore ici tout à l'heure. C'est la femme maraîchère qui va au champ, qui va vendre ses légumes, Dunda, Bitekuteku, je sais pas, Dongo et tout ça. Elle a son petit budget. Elle rentre à la maison, elle achète du pain, elle peut payer l'école pour ses enfants. Pourquoi on pense seulement, quand on pense autonomisation de la femme sur le plan économique, que c'est des femmes qui ont dans les bureaux et tout ça? Pas forcément. C'est cette indépendance-là qui fait que la femme puisse quand même prendre des décisions sur sa vie, sur son corps, qu'elle puisse se dire, ah bah non, là non. Voilà. Et donc, il faut encore expliquer les choses, il y a du chemin. Il y a du chemin, il y a encore... Il faut commencer ça avec les jeunes. Comme je le dis toujours, il faut commencer ça avec les jeunes. Quand j'organise des rencontres des jeunes, je leur dis, il faut que je voie qu'il y a des femmes là-dedans. Quand vous venez me voir, vous avez un organisme
ou vous travaillez quelque part, vous voulez me rencontrer, je veux voir les femmes avec moi. C'est des jeunes filles avec. Alors ils ont compris. Chaque fois qu'ils organisent quelque chose, j'arrive dans la salle, je dis, il y a 4 hommes. Où sont les filles? Oh oui, madame, elles sont là. Oh. Elles arrivent. Et puis, les premières personnes que j'interroge, ce sont les filles. Je suis peut-être plus dure aux jeunes filles qu'aux hommes. Parce qu'on leur a donné plusieurs. Voilà. Alors, j'interroge la jeune fille, je dis, tu es là, présente-moi ce que tu veux me présenter. Si elle ne présente pas bien, je dis, écoute, va étudier. Ce que tu dois me présenter, reviens dans 2 semaines ou dans 1 semaine, on va s'asseoir et je vais t'écouter. Ou si je vois qu'elle a des lacunes et tout, je dis, va rencontrer mon équipe, tel, et va te montrer comment présenter la lettre. On est là pour donner tous les services. Oui. Bon, quand je dis tous les services, c'est pas seulement aux filles, hein, mais c'est aussi aux garçons. Mais on essaye vraiment de les aider à mieux s'améliorer. Et souvent, les jeunes femmes, les femmes qui sont comme moi, quand elles rencontrent ces jeunes filles, elles disent, sortez, je ne vais pas vous voir, c'est fini. Non, il faut les apprendre, il faut leur donner la clé de la réussite. Il faut leur tendre la main pour la solidarité. Voilà. Vive la solidarité féminine. Alors, mesdames, nous avons terminé. Une toute dernière question. Alors, pour beaucoup, la femme est un frein pour elle-même. Elle se sous-estime, elle n'est pas assez courageuse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes, un message pour les booster, les pousser à aller de l'avant ce soir? Croire en soi, se dire qu'on n'est pas en compétition avec les hommes. Nous sommes juste en train de réclamer nos droits. Et j'aime bien qu'on parle de l'égalité, mais il y a l'équité. L'équité, c'est qu'il y en a qui ne sont pas encore là. Donc, on nous donne les mêmes chances, qu'on nous donne les mêmes opportunités pour qu'on puisse se battre à armes égales dans le milieu professionnel, dans tous les domaines. Donc, c'est pour ça qu'on réclame nos droits, mais que certaines ne pensent pas que c'est un problème contre les hommes, que quand on arrive, on voit les hommes, c'est nos ennemis, on doit... non, ce n'est pas ça le combat. Et comme je dis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pesanteurs qui font à ce que la femme n'arrive pas encore à comprendre cela, que ce soit nos traditions, que ce soit peut-être les religions, c'est tout ça qu'il faut peut-être travailler, montrer que ce soit dans les religions, dans nos traditions, qu'on ne peut pas devenir des hommes. Ce qu'on réclame, ce n'est pas de rester des femmes libres, ce n'est pas, voilà. On reste dans le respect, dans les valeurs, mais on veut avoir les mêmes chances. Voilà. Et donc cette femme-là, il faudrait déjà, comme elle a dit très tôt, lui dire qu'elle en vaut la peine, qu'elle mérite également cette place importante, qu'elle peut faire tout ce qui a été fait par les autres, qu'elle peut être pilote, elle peut être astronaute, elle peut être femme politique, elle peut être maraîchère, c'est ça qu'elle veut. Voilà. Donc tout ce qu'on ne la limite pas. Et il faut commencer très tôt déjà. Parlez à vos filles, parlez dans les lycées à ces jeunes filles, dites-leur qu'elles sont capables, elles sont intelligentes, elles ont tout. Et moi, je les dis tout le temps, moi, je finis en politique extérieure avec un garçon, et vous allez me dire que moi, je ne mérite pas de devenir directrice des programmes comme j'ai fini à Radio Capi, parce que je suis une femme. Eh bien non. Donc, ce sont ces stéréotypes qu'il faut essayer de casser. Et donc, cette femme-là, elle doit vraiment se battre parce que c'est très difficile, mais qu'elle se dise qu'elle parte en se disant, c'est possible, c'est juste maintenant le système qui doit être mis en place pour nous accompagner. Mais si déjà elle-même, elle est libérée de tout ça, c'est déjà le bon chemin. Moi, je dirais, je vais peut-être l'accompagner aussi, c'est vraiment l'estime de soi. Travailler sur l'estime de soi. Dans certains pays, il y a des cours d'estime de soi, rien que pour les femmes, pour les jeunes filles. C'est là que vous allez vous rendre compte que c'est un problème qui est mondial. Ce n'est pas un problème congolais. Alors, quand on regarde aux États-Unis, c'est surtout les jeunes filles, les filles noires, qu'on essaie d'amener dans des cours d'estime de soi. Estime de soi, s'aimer soi-même, être déterminé dans ce qu'on a envie de faire, savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Ça commence très tôt, ça peut changer un peu durant le chemin de la vie, mais si on a décidé d'être quelqu'un, je ne dis pas qui, mais quelqu'un, que ce soit dans l'agronomie, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la politique, on va l'atteindre, on va le devenir. Parce que les femmes, on est fortes. On a connu toutes les guerres, on a connu la stigmatisation, on nous a diminués, on nous a insultés, mais on monte. Et nous, on sait comment monter. On ne monte pas, on sait comment monter et détourner les obstacles. Alors c'est ça qu'il faut amener à ces jeunes filles, de s'aimer elles-mêmes. Mais surtout, encore une fois, travailler, être en collaboration et aimer les autres jeunes filles. Surtout quand on va dans les élections, je vais un peu sauter un peu là, quand on va dans les élections,
apprendre aux femmes, aux jeunes filles à voter pour les femmes. Moi, c'est ça, les femmes doivent voter. Il faut des campagnes de pour les sensibilisation pour Voilà. ça. Alors, on a terminé. Merci beaucoup, mesdames, pour cet échange très riche. Alors, nous avons reçu sur ces plateaux, je vous le rappelle, chers téléspectateurs, Madame Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, mais également Madame Chantal Yello, qui est conseillère spéciale du chef de l'État, également en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Revenez quand vous voulez. Merci aussi à vous, Grace Michel, Mouton Collé, Madame Jolie Dioka. On se retrouve plus tard pour d'autres plateaux. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir aussi pour nous de vous servir. Alors, on se retrouve très prochainement pour d'autres productions, d'autres plateaux liés au mois de mars, mois dédié à la femme. Au revoir.